Allez, Zono Beshem Hashem, aussi je m'arrête, on fait le shiur pour la fois chez les mains. Eliane Alia, Bat Mesodi. Que je vois couche la fin de fois chez les mains. Ou le kol chole Amecha Israël, Amen, Kenny Rassansia, Ariel Ben Zuzon Bezrat Hashem. Très bien. Donc on fait suite à trois shiurim dont on a parlé du sionisme. Globalement, pour celles qui n'étaient pas là, on avait évoqué l'importance de comprendre que, en fait, lorsqu'on parle de l'État d'Israël qui a été créé, on a l'habitude d'entendre en général le sionisme à travers, je l'ai appelé le sionisme herzélien. Okay, et il s'avère qu'en fait, finalement, en recherchant un tout petit peu, pas beaucoup, en faisant des recherches très très rapides, on s'aperçoit que finalement, le sionisme, alors bien évidemment en termes religieux, et c'est comme je le disais dans les premières vidéos, qu'on ne peut pas être juif sans être sioniste, parce que à quoi rime de dire à chaque année dans la Haggadah, les Shana Abba Birushalayim, à quoi rime de dire 3 fois par jour Vekabetzenu Yachad Marba Kanfot Haaretz, rassemble-nous des 4 coins de la terre pour nous ramener des exils pour revenir en Israël. On demande à Dieu, s'il te plaît, remets le Beth Amikdash en place. On demande à Dieu de nous écouter à ramener le Mashiach. Où ça je veux dire, en France, au Canada, où ça exactement? Bien évidemment qu'à chaque fois, tout tourne autour d'Eretz Israël. La promesse faite à Abraham au départ, la première des choses, c'est quoi? C'est pas de recevoir la Torah, c'est recevoir la Torah, mais la Torah n'est qu'un passage, elle n'est qu'une station avant d'arriver à la terre d'Israël. Le but étant, c'est Eretz Israël. Donc la définition même du judaïsme vu par la Torah ne peut en aucun cas occulter Israël de son paysage. C'est pas possible. Donc quand quelqu'un a dit je suis juif mais je ne suis pas sioniste, il n'est pas juif tout simplement. Ou alors, littéralement, c'est tout simplement. Voilà. En général, ce sont des incultes. Ok, c'est des incultes parce que pour eux, je rappelle encore une fois, être juif, on n'appartient pas à une terre. On est juif parce qu'on est juif de père en fils. D'accord? On n'est pas juif parce qu'on est comme les Américains en Amérique, ou comme les Français en France, comme les Canadiens au Canada. On est juif parce qu'on est de père en fils, on vient d'une tradition, d'une transmission. Et on peut être juif dans les 4 coins du monde, justement. Mais ce qui nous relie quelque part à la terre, c'est pas notre identité dans le sens où si on l'a, on l'est, si on l'a pas, on l'est pas. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'idée du rapatriement au fait de vouloir arriver à un destin comme quoi le peuple juif doit être sur sa terre pour y fonder quelque part un État, mais un État juif, Médina Yehudit, et non pas Médinat HaYehudim, ce qui est totalement, complètement inverse. C'est la terre juive et non pas une terre de juifs. Très important à le dire. La terre juive, elle a un rapport intrinsèque avec toutes nos lois de la Torah. D'ailleurs, un grand nombre des 613 mitzvot, pour ça que je vous dis ça, sont reliés intrinsèquement à quoi? Au Beth Amikdash, qui ne peut être qu'en Eretz Israël, et reliés forcément aussi à, encore une fois aussi, aux mitzvot qui sont en rapport avec la terre d'Israël. Le fait de prélever la dîme, le fait de prélever le maaser, le fait de prélever, le fait de monter au Beth Amikdash, tout ça. À quoi serviraient toutes ces lois si finalement on n'a pas comme conditionnement à la base de rejoindre Sion? Donc on ne parle pas de ça, d'accord? C'est pour ça que je dis, dans le constat juif sioniste n'est pas quelque chose de discutable en soi, d'accord? Donc je ne parle pas de ça. Moi, ce que je parle, c'est du sionisme des dernières décennies, dans laquelle, à la fin du 19e siècle, va se tramer un travail extraordinaire qui a été fait par des gens fabuleux, et là je le dis de toutes parts, attention, à la fois herzélien comme à la fois plus courant orthodoxe, et qui va avoir comme volonté d'établir un foyer juif de manière, cette fois-ci, nationale, de vouloir avoir ce qu'on appelle un foyer juif d'autodétermination. Alors, quels vont être le leitmotiv, c'est là où ça va se démarquer. On avait expliqué durant les 2 premiers cours, comme quoi il y avait 2 rabbins qui étaient l'un Rav Kalischer, et on avait un autre rabbin qui était le Rabbi Uda El-Kaleri, qui était ce qu'on appelle finalement, eux, c'était dans l'idée d'une libération, d'une délivrance, d'un 3e Beth Amikdash, de Mashiach. Ça se met dans une trame dont les journalistes aujourd'hui parlent de manière très claire. On sait très très bien, ils disent que Netanyahou et ainsi de suite sont un petit peu dans ce genre de pensée. Ils n'ont pas tort de le dire, il faut le dire ce qui est, c'est vrai.
Okay, ils sont dans ce genre de pensée. Ils ont une pensée méchiriste, quelque part. Sans être pour autant un grand orthodoxe, on peut avoir une pensée méchiriste, c'est-à-dire avoir un objectif de conclure par la terre l'accomplissement, quelque part, d'un tournant au niveau mondial. D'accord ? La reconnaissance de Dieu par toutes les nations, la reconnaissance des Juifs aussi, surtout par les nations, et ça passe par quoi ? Bien évidemment par la terre. De l'autre côté, se tramait à la fin du 19e siècle, donc après que les premiers avaient fait déjà leurs preuves avec ce qu'on appelle le rachat de terres agricoles, le fait de vouloir établir des Yishuvim en Eretz Israël, ce qu'ils ont réussi à faire, eh bien, est arrivée à ce moment-là sa fameuse affaire qui était l'affaire de Dreyfus, okay, qui va déranger terriblement ce journaliste autrichien qui n'a de juif que de souvenirs uniquement, puisque lui, il s'en fiche complètement de son judaïsme, il faut le dire, et je ne le dis pas en critiquant, je le dis que c'est une réalité, c'est qu'il va être percuté par le fait qu'aujourd'hui, on ne dit pas mort à Dreyfus, on dit mort aux juifs. Ouais. Et ça, cette vision-là, dans la cour des Invalides à Paris, où il était là pour remplir un papier pour son journal de l'époque, le meurtrit profondément. Il avait même pensé à se convertir avant ça au christianisme, pour être plus dans les rangs de la société, de la jet set intelligentsia de l'époque, et ainsi de suite. On a expliqué dans le cours qui est passé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, Herzl, lui, avec ses relations, il va réussir à aller parler à l'administration mondiale, les rois, les présidents, les ministres, les personnes qui, quelque part, sont ce qu'on appelle un petit peu finalement les décideurs de ce monde, les gens du côté du bout de la pyramide, si vous voulez, pour pouvoir avoir cette fois-ci une assise de manière officielle et pas officieuse. On n'est pas des immigrés qui venons et qui grattons des bouts de terre à droite à gauche. On veut aujourd'hui la déclaration d'un État. Nous sommes un État, nous sommes une nation, nous voulons notre pays. Bien évidemment qu'on avait expliqué que eux, ils sont dans un discours qui n'a pas du tout le même discours que Rav El-Kalri ainsi que le Rav Kalischer. Pourquoi ? Parce qu'eux avaient un discours qui était très méchiriste, qui était très fin des temps, qui était très délivrance, alors que eux, ce qu'ils voulaient surtout, c'était prôner un discours surtout un foyer de refuge pour le juif qui souffre d'un antisémitisme virulent dans les pays essentiellement de l'Europe de l'Est. Et l'Europe en général, j'ai envie de dire, pas que l'Europe de l'Est. Et donc pour parer, si vous voulez, à toutes ces problématiques qui deviennent de plus en plus dures, avec les pogroms de Kishinev qui sont passés aussi dans les années 1800, et sans parler de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, eh bien, on veut mettre une solution à ça. Et donc pour faire valoir cette idée auprès de l'administration mondiale, il va falloir passer par un chemin dont le discours n'a rien de religieux, mais qui est complètement et purement socialiste, c'est l'extinction, j'ai envie de dire, d'une race, même si on n'utilise pas ce terme, l'extinction d'une race qui est en proie, et donc il faut absolument trouver une solution pour ça. D'accord ? Vous imaginez que si maintenant le discours de Herzl c'était de dire il faut que le Mashiach revienne, quand bien même qu'il n'aurait pas été contre, okay, le discours, il n'aurait pas abouti, il n'aurait pas eu ce même écho, comprenez ? Et donc il va travailler pendant 10 ans en faisant en 1894, en 1897 et toutes les autres années par la suite, le fameux congrès sioniste à Bâle et ainsi de suite, qui vont lui permettre d'avoir ce qu'on appelle cette fois-ci, eh bien évidemment, la remise par Lord Balfour en 1917, après la Première Guerre mondiale, la reconnaissance de l'ONU un peu plus tard, le KKL et ainsi de suite. La question qu'on a essayé de débattre jusqu'à maintenant, c'était de savoir qu'est-ce que Herzl lui-même pensait dans cette idée-là. Est-ce qu'il jouait ce qu'on appelle finalement un rôle politique, okay, mais dont il est persuadé au fond de lui-même que réellement le juif doit être sur sa terre pour des raisons de Géoula, pour des raisons intrinsèquement liées au judaïsme, ou bien non, c'est un anti, il veut vraiment un état de juif purement, un état un peu une sorte de ranch, un genre comment on appelle ça, d'enclos où on mettrait des animaux qui s'appelleraient les juifs, d'accord ? Et c'est ça qu'on a essayé de débattre. Et on a vu à travers des preuves, notamment des lettres, notamment des témoignages, comme quoi on s'est totalement trompé et que ce gars-là, Herzl-là, eh bien effectivement, il avait comme volonté la pérennité
d'une transmission, la pérennité d'un peuple, la pérennité d'une volonté. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que les gens qui étaient autour de lui étaient forcément convaincus avec ses idées intérieures et profondes, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours été la question, est-ce qu'on peut frapper Herzl de dire, ouais, lui, il n'était qu'un anti. Il s'avère qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, le résultat, il est là, c'est que la Aliyah herzélienne, ok, elle n'a pas mieux marché que la Aliyah d'avant, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait les mêmes stats au niveau du chiffre, au niveau du travail, c'était aussi bien fait d'un côté comme de l'autre, seulement l'impact et l'écho que va avoir Herzl est beaucoup plus puissant que l'impact et l'écho qu'avait exactement, effectivement, parce que lui, il est du monde des médias. Et donc, encore une fois, on ne fait pas son procès à lui, on fait le procès de tout ce qui s'est tramé finalement quelque part autour de lui. Mais on a débattu, on a trouvé des preuves. Celui ou celle qui veut des preuves, on qu'à regarder les cours qu'on a fait auparavant pour bien voir qu'effectivement Herzl était un religieux caché. Hein, quelque part, c'était un homme qui était convaincu de certaines choses. Il avait un grand respect pour les rabbins. Il avait une conviction, c'est que le peuple juif doit aboutir sur sa terre et que, au-delà de créer un foyer, c'était créer littéralement un retour à Sion, un retour à sa terre, d'accord ? Ce qui n'était pas évident dans la tête de ceux qui l'entouraient. Aujourd'hui, la question qu'on pourrait se demander, elle est purement au niveau, j'ai envie de dire, philosophique de la chose. Pourquoi Dieu avait besoin de faire les choses ainsi ? Pourquoi Dieu remet quelque part les clés d'Eretz Israël, maintenant de manière beaucoup plus orthodoxe ? Entre nous, on peut se demander la question, pourquoi Dieu, tu fais les choses ainsi ? Pourquoi tu remets les clés de l'installation, quelque part, d'Eretz Israël, à travers, quelque part, cette zone grise qui va durer à peu près 70 ans, on soit bien clair. Entre 1897 et 1967, ok ? Le sionisme, en fait, c'est d'abord et avant tout, en tout cas le deuxième sionisme, on ne parle pas celui qui est herzélien, il est une volonté d'en découdre avec la Torah, de ne plus d'avoir ce qu'on appelle un moyen séculier, de vouloir s'écarter de tout cela, avec un mode socialiste, un mode communiste. C'est d'ailleurs ça, l'idée des kibbutz. L'idée des kibbutz, il faut comprendre. Il y a d'autres témoignages, je ne vais pas les citer maintenant, mais de certaines personnes qui ont été des personnes très importantes de la communauté, dont on sait que lorsqu'ils étaient dans des kibbutz, on leur interdisait de faire rentrer de la viande cachère. Il fallait manger absolument de la viande de cheval. Il fallait absolument faire en sorte que les enfants qui avaient été récupérés après la Seconde Guerre mondiale et qui étaient arrivés en Eretz Israël, eh bien, il fallait surtout leur faire oublier un maximum de toute la Torah. Il y avait une méthodologie qui était très très bien faite, une volonté très très forte à ça, parce qu'on voulait dire désormais, c'est fini. En Europe, comme pas en Europe, quand on a voulu reconnaître un juif, on lui demandait tout simplement qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin et quand tu vas dormir. Il va dire Shema Israël, il va prôner sa Torah. Et s'il ne le connaissait pas, on lui baissait le pantalon pour qu'il prouve comme quoi il était circoncis. Autrement dit, la seule reconnaissance du judaïsme était à travers ses lois et sa Torah. Ça y est, c'est fini, stop. Aujourd'hui, on est juif, pourquoi ? Parce que nous avons Israël, tout simplement. On a Israël, donc nous sommes juifs. Et ça, cette idée-là, ça a été un travail de certaines personnes, de certains partis politiques notamment, de vouloir installer ce qu'on appelle cette sorte de socialisme ambiant, et par ces gens-là qui ont tourné autour d'Herzl. Je vous rappelle que Herzl lui-même n'a pas eu la chance de voir ce qui s'est passé par la suite, mais quelque part, en tout cas, eux qui ont réussi à établir Israël, en tout cas après 67, ça va changer. Mais avant 67, on est dans ce qu'on appelle un peu, on va appeler ça les 70 années de diaspora. Non pas une diaspora, qu'on appelle ça, politique, c'est une diaspora de la pensée. C'est-à-dire qu'on s'écarte totalement. Les gens, en arrivant en Israël, il y a une volonté ardue de leur faire oublier absolument leurs racines toraniques. Vous comprenez ? Et donc, la question est de savoir, mais pourquoi ça doit se passer ainsi ? Je ne vais pas tourner autour du pot. La réponse, elle est très courte, elle est même simple. Okay ? On ne va jamais demander à l'architecte de devenir maçon, comme on ne demandera jamais au maçon, okay, pourquoi a-t-il fait les plans ainsi ? Autrement dit, il y a des corps de métier.
chacun a ce qu'on appelle finalement une force, une énergie, un rôle qui seul lui est capable véritablement de pouvoir se faire. Autrement dit, pour arriver à toucher les instances internationales, il était nécessaire de passer par des personnages tels que, par exemple, effectivement, comment il s'appelle, Herzl, et tels que les Jabotinsky, et tels que tous les autres penseurs. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable. Eux ont été ce qu'on appelle, attention, il n'y a pas un mépris, lui il est maçon, lui l'architecte, c'est pas ça l'idée, c'est qu'il y a un corps de métier que celui qui est en train d'étudier sa Gemara, il n'avait pas pignon sur rue et il n'était même pas crédible. C'est surtout ça qu'il faut dire. Il n'a pas cette crédibilité aujourd'hui. Alors, pourquoi? C'est un autre problème encore. On peut essayer même d'aller encore plus loin pour réfléchir à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ça n'a pas été forcément les hommes les plus pieux qui ont fait toujours les plus grands changements, je veux dire, en Israël. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les batailles politiques qu'a créé le roi Yanaï durant le second Beth Amikdash, qui était lui-même de la famille des Hashmonéens, qui était un rachat, qui était une pourriture sur le plan national, avec les rabbins, avec la Torah, mais il a eu des combats politiques où il a réussi à faire des choses extraordinaires. Le roi, qui était Yerovam ben Yoash, lui-même va réussir à ouvrir les frontières d'Israël à son époque d'une manière extraordinaire, alors que c'était un roi qui était un idolâtre. Vous voyez ce que je veux dire? On raconte que Achav, qui était un roi des plus mécréants qui a pu exister dans l'histoire, n'a jamais subi de défaite durant son vivant. Donc, il faut bien comprendre cette chose-là. Vous voyez, comme quoi. Et ça, c'est une leçon. C'est une leçon de vie. Parce que ça nous laisse dire que finalement, c'est pas parce que tu portes une kippa et que tu es dans ta Torah qu'automatiquement tu n'es pas à même de faire des choses. Mais là, il y a une dimension qui se trame et qui est très importante à remarquer. C'est que finalement, toutes ces personnes-là, quelque part, qui ont fait le paysage politique, le paysage israélien, quelque part jusqu'en 67, ces gens-là, aujourd'hui, leurs livres, j'ai envie de dire, leur culture, leur état d'esprit, leurs opinions, leurs idées, qui les étudie aujourd'hui? Où sont les yeshivot? Vous me comprenez? Où sont les établissements? Où sont les institutions de ces grands meneurs, de ces grands maçons, ou on peut les appeler aussi des architectes, qu'importe, vous voyez ce que je veux dire? Où sont les descendants? Où sont les fruits de ces gens-là? Non, ils sont venus dans l'histoire de manière momentanée. Ils ont fait quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, et on les remercie pour ça. On doit être reconnaissant à leur égard. C'est pour ça que aujourd'hui, je gronde, on va dire quelque part, celui qui me parle d'un revers de main, d'un discours que moi-même, j'ai dû entendre dans certaines yeshivot, dans certains milieux orthodoxes, en disant Herzl n'était qu'un mécréant et ainsi de suite. Pas du tout. Il faut les remercier, non pas parce que Herzl est grand, parce que Dieu lui a donné un rôle à lui qui mérite quelque part finalement aujourd'hui toute notre reconnaissance. Mais j'ai envie de dire finalement à cet orthodoxe-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des milliers d'institutions de yeshivot? Comment a grandi, s'est émancipé la religion Chabad, la chassidut de Chabad, la chassidut de Breslev, toutes les autres chassidouillots d'ailleurs, et tous les autres même courants des yeshivot lituaniennes, ainsi de suite, qui sont établis aujourd'hui dans tous les quatre coins d'Israël. S'il n'y avait pas eu ces gens-là au départ, aujourd'hui on ne serait pas là. On n'aurait pas la possibilité de s'établir ainsi. Donc, ne soyons pas reconnaissants juste parce qu'on doit dire merci. Il faut comprendre aujourd'hui que quelqu'un qui a agi, et surtout en regardant l'histoire telle qu'elle est actuellement, de comprendre que la trame de l'histoire, elle ne se passe pas uniquement comme toi tu le penses. Elle se passe d'une manière dont Dieu, lui, avait seul décidé de le faire. Alors qu'à la limite, à l'époque, tu veux dire en 1948, je me bats contre ces idées parce que je pense que ça va nous mener à la perte, possiblement. On n'a pas assez de recul pour le voir. Mais aujourd'hui, en 2026, c'est évident que tu dois les remercier. C'est évident qu'aujourd'hui, on doit être fier, content, heureux et reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que la trame de Dieu, elle se passe à travers tous les personnages de ce monde. Vous savez, c'est une grande erreur de penser, par exemple, je fais une petite parenthèse, mais c'est une très grande erreur de penser que Mordechai et Esther étaient un couple d'ultra-orthodoxes. Attention,
C'était des gens qui étaient d'une très grande piété et tout ce que vous voulez, mais ils avaient ce qu'on appelle finalement ce rôle aussi dans lequel ils étaient dans la jet set. Ils avaient cette crédibilité. C'est pas tombé dans leurs mains toute l'histoire de Purim pour rien. Mordechai et Esther étaient des personnages qui méritaient quelque part le fait d'être entendus, le fait d'être écoutés. Comment ? Pas parce qu'ils étaient à la yeshiva du matin au soir. Au contraire, justement. C'est parce qu'ils avaient des rôles qui étaient dans les couloirs des palais royaux de l'époque. Et seulement comme ça, Moshe Rabbeinu, venez, on reprend à la base, Moïse, ok ? Il n'est pas né au coin d'une rue. Il est né où ? Il est né littéralement dans les palais de Pharaon. Pourquoi Dieu il a fait ainsi ? Tu veux que ce soit un tzaddik, un grand, celui qui va devenir le futur grand prophète. Il faut qu'il ait eu l'enseignement du plus grand des rabbins derrière lui, ainsi de suite. Mais pas du tout. Ça ne que pas du tout. Il est né dans le palais de l'Égypte, qui l'Égypte à l'époque était la population, ou du moins la société la plus impure. Donc, autrement dit, pourquoi Dieu fait les choses ainsi ? C'est parce que la trame de l'histoire, d'abord, elle ne se passe pas tout le temps comme toi tu le penses, ok ? Et aussi, c'est parce que chacun a un rôle où il va pouvoir amener à sa façon, à sa manière, la trame de Dieu. Et tout ça fait partie d'une trame divine. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, les Neturei Karta, les antisionistes juifs religieux, là, ok, dont une partie d'entre eux sont en train de manifester, l'autre partie en train de parler avec des partis terroristes arabes, il faut comprendre une chose, c'est que ces gens-là, ok, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur idéologie ? Ils disent non, tant que Dieu ne nous a pas donné la terre d'Israël, mais il y a un bel que tu es. Tu comprends pas une chose ? Dieu, il te la donne. Qu'est-ce que tu veux plus que ça ? Dieu, il te la donne. Regarde toutes les prophéties qui sont en train de se passer aujourd'hui, ok ? Il ne s'agit pas de dénigrer qui que ce soit, il ne s'agit pas même de coloniser, il s'agit tout simplement de comprendre que la réalité, c'est littéralement Dieu qui le met en place. Ces gens-là, ils ont tellement étudié, ou peut-être pas, d'ailleurs, c'est des gens qui étudient pas trop assez, on va dire, à mon avis, mais justement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à faire la différence entre Dieu et la réalité. Alors qu'en fait, Dieu se montre à travers l'histoire. L'histoire, c'est Dieu. Bon, pourquoi je vous parle souvent de l'histoire ? Mais parce que je pense que la parole de Dieu, Dieu s'exprime, il exerce quelque part son existentialité dans notre monde à travers l'histoire. Il te parle, il t'envoie des messages. Quel message tu veux qu'il te dise ? Celui de la réalité, celui de la nature, celui de la conclusion de l'histoire. C'est celui-ci que tu dois savoir prendre. Et tu dois comprendre tant dans les bonnes choses que dans les moins bonnes choses. Vous comprenez ? Donc ça, c'est un premier volet qu'il fallait que je vous le dise pour qu'on essaie de conclure un petit peu finalement sur ça. Après, si vous voulez, il va y avoir effectivement dans tout ça une sorte de raffermissement et qui va se passer un tournant majeur à partir de 1967. C'est-à-dire que là, vous aviez à l'époque le Rav Kook qui criait « Mais où est Hebron ? Mais où est... » Il disait où est Hebron, et il demandait où est Yericho, la première ville qui a été vaincue, où est Shrem qui est la ville de l'Alliance avec Yosef Hatzadik, ainsi de suite. Il demandait mais on les a pas tout cela, qu'est-ce qui se passe ? Il demandait à Dieu, il dit mais tu nous donnes une terre, ok ? Je veux bien, mais tu nous la donnes pas réellement. Les endroits stratégiques, non pas de guerre, les endroits stratégiques qui sont religieux, d'accord ? Comme la Meharat HaMarpela, c'est ça qui Meharat HaMarpela, c'est Hebron, c'est Avraham Yitzhak Yaakov. Yosef, c'est Shrem. Yericho, ça représente le premier pas en Eretz Israël par Yoshua. Donc, il s'étonnait, lui qui était le symbole du sionisme religieux, ok ? Et lui, déjà dans les années d'avant, il s'étonne, mais alors, si tu nous donnes, mais tu ne le donnes pas, je me pose la question, est-ce que c'est Béhémet ? Est-ce que réellement on est dans ce sionisme d'un air méchiriste ou pas, dont il tentait à dire à tout le monde ? Et l'année d'après, c'était 1967. Et c'était la remise du Golan en enlevant là-bas les Syriens. C'était reprendre Hebron. Ça a été aussi de reprendre Yericho. Ça a été de reprendre toutes ces parties-là. Et surtout, mais non, Jérusalem. Tout simplement, Jérusalem. Donc là, quand on arrive à Jérusalem, il y a une dimension beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que juste la conquête d'une terre. C'est l'aval
c'est que, bon les gars, ça y est, ça fait 70 ans, je m'étais un peu caché à travers des personnes qui faisaient passer la terre d'Israël pour une terre de refuge, une terre de juifs, mais je vous rassure, c'est bien une terre juive. La preuve étant, voilà. Et la preuve étant, c'est que c'est la guerre la plus rapide d'Israël, ouais, mais la plus cinglante, la plus victorieuse sur le plan stratégique et sur le plan toranique, j'ai envie de dire. Ça a été la guerre la plus courte, guerre des 6 jours, ok, qui a été la plus extraordinaire. Et donc, c'est un vrai miracle, exactement. Donc, en 1967, là, il y a une réalisation qui se fait dans la pensée ambiante des gens. Et là, d'un coup, vous remarquez, il y a un retour à la Torah. Un retour, une sorte de... Même le sionisme, lui, perd de ses plumes. L'État de juif devient petit à petit un État juif. Il y a un retournement de situation. On est littéralement en train de vivre quelque chose qui est splendide dans l'histoire. C'est qu'on voit qu'on a laissé à certaines personnes qui étaient en mesure de prouver un système social dont la Torah vomit limite, celui du kibbutz, le système socialiste, le système communiste, et toute cette volonté d'être ce qu'on appelle totalement profane sur une terre qui est sainte, et ainsi de suite. Mais on s'aperçoit que tout ça était une trame, un morceau du Lego, un morceau du puzzle, pour pouvoir arriver à cette fois à l'image beaucoup plus grande, et maintenant, en fait, avoir réellement la possibilité d'avoir des milliers d'eshivot, des centaines de milliers de baté knessiot, des baté midrashot. Il y a plus d'institutions de Torah, okay, que de restaurants en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est énorme, c'est énorme. Il y a plus d'institutions de Torah entre les yeshivot, les kollel, les écoles, les synagogues, les oratoires de Torah. Mais c'est la folie. Donc, si quelqu'un me dit qu'après ça, il n'y voit pas ici une trame divine, là, j'invite tous les Neturei Karta, tous les antisionistes à dire, les gars, bon, écoutez, jusqu'à maintenant, on était dans la polémique, hein, on essayait de se dire qu'est-ce qui va se passer. Mais là, aujourd'hui, plus on avance et plus vous perdez du terrain sans même que j'ai besoin d'ouvrir la bouche. Voilà ce qui s'est passé à partir de 1967. Et ça, il faut le dire très souvent, qu'on remarque aujourd'hui un petit peu, et finalement, tous ces hommes qui étaient Rabbi Yehuda El-Karlai, le Rav Kalischer, il faut leur rendre finalement la beauté qu'eux ont amené. D'ailleurs, Herzl, quand il veut établir le foyer juif, il va avoir ses premiers rabbins en disant mais vous faites quoi? Comment que ça se passe? Ou à qui on achète? Combien que ça coûte? Eux, c'était des enquêtes qu'ils avaient déjà fait, ok, pour aller voir les personnes les plus influentes au niveau de l'Empire ottoman de l'époque, pour essayer d'aller draguer quelque part un petit peu les politiciens qui étaient de cette région et leur dire comment on peut faire pour acheter des terres et d'avoir ce qu'on appelle d'y mettre notre premier pied là-bas. Et Herzl, il va demander des conseils à ces gens-là. La seule différence, c'est que les livres et quelque part les pamphlets qui ont été écrits de par ces sionistes-là aujourd'hui ne sont même plus étudiés. Okay, il faut dire ce qui est, en 2026, on ne les connaît pas, on les connaît très peu. Ils font partie d'une culture, mais qui est, autant vous dire, minime et minoritaire par rapport à qui? Par rapport à toute la Torah que représentait Rav El-Karlai. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus visité comme étude que l'étude même des livres du Rav Kook? Le Rav Kook, vous avez des institutions en son nom qui naissent aujourd'hui encore. On ouvre des yeshivot. Vous avez les cas, regardez la très très grande yeshiva de Merkaz Arav, donc dès que vous rentrez dans Jérusalem. Je vous parle de celle-là parce qu'elle est très connue, elle a pignon sur rue. Alors, lorsque vous arrivez dans Jérusalem, c'est la plus grande yeshiva que vous avez devant vous. Mais toutes les autres yeshivot dans le sud d'Israël, celles dans le Shomron et même dans Yerushalayim elle-même, combien ont été bâties sur quoi? Sur la Torah de Rav Kook et sa façon de penser, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le sionisme de Rav Kook, lui, il a changé aujourd'hui, on va dire, comment on appelle ça? Postpartum. Même une fois qu'il n'est plus là, il continue encore à parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que sa présence, elle était, certes, elle était là, elle a été momentanée, mais aujourd'hui, il existe encore plus que lorsqu'il était même vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Hana était le 3 Elul.
Elle était, ouais. Ah oui? Oui, je me rappelle. Alors bon, j'ai pas vu ça spécialement. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais juste peut-être conclure sur ça et vous dire, c'est que il y a une chose qui est quand même assez fabuleuse, c'est que il y a un changement dans l'état d'esprit même des gens. Et je parle cette fois-ci non plus des Israéliens. Je parle cette fois-ci comment ça s'appelle, des Juifs qui habitent en dehors d'Israël. Pendant des années, des décennies, il y a eu beaucoup de Juifs qui n'étaient pas d'accord forcément de vouloir s'y établir en Israël. Mettons, tu prends rien que par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, 90% de la population berlinoise de l'époque en Allemagne était contre le fait de monter en terre d'Israël. Le nouveau Sion, c'était New York. Il fallait surtout pas leur parler d'Eretz Israël. Bah, ce qui est quand même dingue, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, après qu'on ait mis 6 millions de personnes ensemble, et bien aujourd'hui, vous avez des Israéliens, vous avez des Juifs, ok, qui habitent en Allemagne. Vous avez des Juifs qui habitent en France. Vous avez des Juifs qui habitent en Pologne. Vous avez des Juifs qui habitent dans tous ces pays où on a continué, on a massacré des Juifs. Mais, et là, on vous dit, mais attends, c'est choquant, il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez pas que vous êtes sur la terre où on vous a vomi et vous revenez un petit peu comme cet animal qui reviendrait manger son vomi. Comment c'est possible une chose pareille? Qu'est-ce que diraient vos ancêtres de vous? Ben, il y a une chose qui est fabuleuse, et j'aimerais qu'on s'arrête sur ça, sur le volet en tout cas du sionisme, on a dit pas mal de choses, c'est que si avant les gens ne s'attachaient pas à leur terre, quand il y a eu par exemple le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Dans toute l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé dans toute l'Europe? Eh bien, on a mis des drapeaux israéliens. On a montré notre attachement à la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'exil. Parce que même les exilés, ils ont comme une profonde conviction qu'aujourd'hui, on n'y habite pas, mais c'est bien notre endroit de prédilection. Pas comme un gars qui dit, moi je passe tous mes étés à Miami. C'est pas de ça dont je parle. Moi je parle de quelqu'un qui littéralement, il sent que la maison, c'est, voilà, tu vois. Et c'est ça où on peut dire, voilà, papa, on revient. On a compris que notre maison, elle est là. Alors, il y a ceux qui y habitent, ils arrivent, ouais, et il y a ceux qui n'y arrivent pas encore. Mais ils savent que s'ils n'y sont pas, pour la plupart d'entre eux, je dis bien pour la plupart, pas parce qu'il y a encore des gens qui ne le sont pas, mais pour la plupart et la majorité d'entre eux, c'est parce qu'ils veulent littéralement y être, mais où ils n'en ont pas les moyens, où ils n'en ont pas spécialement l'envie, mais dès qu'on touche à leur famille, à Israël, eh bien, littéralement, il montre que c'est son pays, c'est sa terre, et qu'il est attaché à ça. Et ça, cet attachement, c'est quelque chose qui fait partie d'un sionisme qui a marché, qui a été travaillé, et qui aujourd'hui est récompensé à travers, tout simplement, la fierté de tous les juifs du monde entier. Aujourd'hui, moi, tout le monde, on est tous fiers d'avoir Eretz Israël. Alors on a envie de dire, alors si vous êtes tellement fiers, alors pourquoi vous partez pas? Oui, tu as raison. Franchement, c'est pas facile, mais on aimerait. Mais on aimerait. D'accord? On aimerait vraiment. On aimerait vraiment. Alors chacun avec ses petits problèmes justes, légitimes, cautionnables ou pas, mais il s'avère que oui, ça fait partie d'un projet. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant 67. Donc l'établissement aujourd'hui de la terre d'Israël n'est plus à faire. Il est même une conviction dans le cœur de tout le monde, c'est évident, et que même celui qui n'y est pas, il n'est même plus appelé quelqu'un qui habite en exil, c'est un Israélien qui est juste aujourd'hui un petit peu refoulé momentanément en dehors de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que Dieu fasse, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours fiers d'abord de notre histoire, et j'ai envie de dire finalement qu'on soit fiers des personnes qui nous ont permis à faire partie de la trame de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne, elle apporte son lot. Chaque personne, elle a sa force. Ne la dénigre pas. C'est pas parce qu'il n'a pas la Torah, c'est pas parce qu'il est parfois même l'anti-Torah lui-même fait partie d'un projet de Dieu. Alors on t'a pas dit qu'il faut tout accepter, mais quoi qu'il en soit, quand tu vois que l'histoire elle est là, elle est devant tes yeux, alors accepte-la. Accepte-la et dis merci. Merci à qui? D'abord merci à Hachem, bien évidemment, d'avoir su mettre les bonnes personnes, ok, et aujourd'hui de pouvoir avoir enfin réalisé quelque chose que nos parents à nous
nos parents, il faut le dire, nos parents, nos grands-parents, on va dire comme ça, nos grands-parents en tout cas, c'est sûr et certain, n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir la même chance qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, même s'ils étaient mordus par le fait de vouloir peut-être réaliser le rêve d'Eretz Israël, et bien aujourd'hui, il est vraiment réalisable, quoi qu'il en soit. En tout cas, merci Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce projet-là devienne un projet de la réalité pour toutes et tous, et ainsi devenir une lumière qui permettra à toutes les nations de pouvoir être fiers de ce qu'ils sont, qu'importe ce qu'ils peuvent penser sur les autres, mais chacun d'avoir sa fierté de faire partie quelque part d'une trame de l'histoire. Tov, Chazak U'Baruch.